La chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous donne en détail différents sujets d'actualité par rapport aux événements qui se passent ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 60 ans de l'indépendance de la RDC. Vous le savez, vous l'avez fêté, on a vu à travers vos statuts, vos commentaires et tout de nos publications. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous avons l'honneur de recevoir un professeur des universités avec qui ensemble on va essayer de décortiquer ces 60 ans, qu'est-ce qui a changé dans la vie de la RDC, qu'est-ce qui a changé dans les mentales surtout des Congolais, qu'est-ce qui a changé sur les plans par exemple des lois ou de la constitution de notre pays. On va parler également de cette interpellation du ministre de la Justice qui a mis autant de panique du côté du FCC. On va essayer de comprendre tous ces sujets et pour en parler, nous avons reçu pour vous le professeur André Mbata. Vous étiez nombreux à me demander il est où, pourquoi il n'intervient pas. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous conjure de vous présenter à nouveau pour nos publics. Bon, je crois que le public me connaît suffisamment. Je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et puis je suis professeur de recherche à l'université d'Afrique du Sud à Pretoria et j'enseigne dans plusieurs universités, Addis Abeba, Cotonou, et j'appartiens à plusieurs milieux savants. Et, bon, au Congo, j'ai fait aussi un peu de politique. Il semble que je suis député national. Bon, alors, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut vous féliciter. J'ai tenu à répondre à cette invitation parce qu'il faut, vous avez insisté. Je ne vais pas partout et les téléspectateurs doivent comprendre. Mais je crois aussi qu'il faut encourager la jeunesse. Il faut encourager une certaine vision du monde. Et je tenais à être là en ce jour d'indépendance pour essayer de partager avec vous, répondre à certaines de vos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de venir et surtout jusqu'ici dans notre studio. Peut-être que c'était nous qui allions venir chez vous, mais vous avez fait en tout cas la grâce là de venir envers nous. Première question, 60 ans de l'indépendance de la RDC. Quelles avancées du côté par exemple des droits de l'homme? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre pays, 60 ans d'indépendance. Mais c'est un long chemin, 60 ans. C'est plus de la moitié du siècle. Et nous venons de très loin. D'abord l'indépendance, il y a 60 ans, il s'est trouvé que notre peuple s'est battu en réalité. Il s'est agi d'une lutte. Il ne s'est pas agi comme disait Lumumba, comme pensaient les autres d'un cadeau. La lutte a commencé avec les Kimbangu et les autres, Abbé Maloula, les intellectuels qui se sont, dans les années 40, ils se sont mis debout, il fallait que ce peuple retrouve la dignité. Et puis dans les années 50, politiquement, ils se sont organisés. On a vu les Tchombe, les Lumumba, des jeunes se mettre debout à l'époque, les Kassavubu, et finalement, le peuple tout entier embarqué pour demander l'indépendance. Et il y a eu ce fameux massacre du 4 janvier 59 avec les Kassavubu qui a précipité les événements, la table ronde de Bruxelles, et puis finalement l'indépendance. Et il faut rendre hommage au sacrifice des pères fondateurs de notre pays. Mais attention, nos pères fondateurs n'étaient pas de vieux. Aujourd'hui, on les appelle les pères, mais c'est Lumumba là. Mais il a une trentaine d'années à 60. Tout c'est Kassavubu. C'est pourquoi quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, mais vous vous posez des questions. C'est Lumumba là qui se battait pour des valeurs, pour la dignité de l'homme noir et du Congolais. Ils étaient jeunes comme vous. Mais ils se sont battus. Ils ne se sont pas laissés prostitués politiquement. Non. Ils avaient des principes et des valeurs et ils nous ont laissé ce pays 60 ans après. Des choses ont été faites, mais globalement, ça a été un terrible gâchis. Un terrible gâchis. Et le président de la République l'a rappelé, Félix Tshisekedi, dans son discours. Qu'en 60, le revenu du moyen du Congolais, c'était $1000. Et aujourd'hui, c'est $400 dont on a perdu. 60 ans après, à Kinshasa et dans le pays, on n'a pas d'eau potable. Alors que vous êtes là, riverain de l'un des fleuves les plus puissants de la planète. Et vous n'avez pas d'eau. Et vous n'avez pas de courant. Vous êtes là dans l'un des pays les plus riches de la planète. Je dois dire plus riche que les États-Unis, plus riche que la Chine, plus riche que l'Europe. Mais des gens vivent affamés au bord des terres les plus riches de la planète. 60 ans après, donc ça aura vraiment été un gâchis. Et nous avons réalisé un miracle. Vous savez, les Congolais, je l'ai dit ailleurs, les Congolais sont le seul peuple qui peuvent transformer le paradis en enfer. Transformer le paradis en enfer. Même les anges doivent être vraiment méfiants vis-à-vis des Congolais. Parce que si vous les amenez au ciel,
Ils peuvent transformer le paradis en enfer. C'est ce qu'on a fait. Comment vous expliquez ça? C'est ça, c'est la mégestion, c'est notre inconscience, c'est notre incapacité, c'est notre manque de détermination. Alors que nous disons tout le temps dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais nous ne sommes pas arrivés là. D'abord, des problèmes de la classe politique congolaise. Et j'étais surpris, le président de la République n'a pas eu de mots assez légers hier. Il a parlé d'une mafia. Classe politique, toutes tendances confondues. Parce qu'ils ne sont là que pour se servir eux-mêmes. Et vous savez, moi je ne parlais pas, est-ce qu'il y a une classe politique au Congo? Je ne sais pas. Bon, s'il y a une classe, il n'y a pas beaucoup d'éléments de la classe. Parce que vous savez, la classe, c'est un peu la qualité, il y a la qualité dans la classe. Mais est-ce qu'il peut y avoir la classe dans la médiocrité? 60 ans après, est-ce que nous sommes vraiment, je suis député, est-ce que nous sommes vraiment honorables? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous appeler, qu'on vous appelle excellence, à la tête d'un pays qui est parmi le plus riche et à la fois les plus pauvres de la planète? Ça vaut la peine qu'on m'appelle excellence honorable? Non, donc c'est un peu... Voilà le chemin. Ça a été un gâchis globalement. Mais il y a eu nous avons réussi à maintenir l'unité nationale. Malgré toutes les menaces de la balkanisation, toutes les convoitises dont le Congo est l'objet, nous avons su maintenir ce pays dans l'unité. Et Congolais du nord au sud, nous restons une nation unie. Je crois que ça, c'est l'une des plus grandes réalisations. Mais pour le reste, beaucoup reste à faire. Et il est important qu'un jour comme celui-ci, on se souvienne du chemin parcouru, on voit là où on est, et on se projette dans l'avenir. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce Congo demain? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est ça qui doit impliquer tout le monde, la jeunesse, les politiciens, tout le monde. Comment est-ce que nous pouvons finalement bâtir un pays plus beau qu'avant 60 ans? Professeur, justement, vous êtes professeur, vous êtes ancien de ces pays, vous maîtrisez parfaitement l'histoire du fonctionnement du pays. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple, pendant Mobutu dans les Zaïre, et qui ne sont pas faites aujourd'hui et qui causent les torts au développement du pays? Non, beaucoup. C'est-à-dire nous sommes responsables des choses, je n'ai pas répondu à votre question, les droits de l'homme. Bon, il y a des avancées. Il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous pouvez, aujourd'hui... il y a des gens qui insultent le président tous les jours. On ne les arrête pas. Je crois que vous étiez déjà à l'université. Mais Henri Badji, quand même, entre parenthèses, il a insulté puis il est arrêté. Bon, ce n'est pas le président qui l'a fait arrêter, c'est la justice. C'est la justice. C'est la justice. C'est-à-dire, ce n'est pas le président ne viendra pas vous arrêter. On ne va pas vous amener à la NER. Il n'y a pas très longtemps, vous ouvrez d'abord un studio comme ça, on vous amène à la NER. On ouvrait même vos cellulaires pour savoir quelles images. On vous arrachait même les cellulaires il n'y a pas très longtemps. Quelles images? Non, c'est passé. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, on est venu instaurer un état de droit. Et plus jamais cela. Henri Magé, je ne connais pas le monsieur, mais c'est un peu cette jeunesse dont nous parlions. La jeunesse qui devait voir grand, mais déjà, vous avez 40 ans, Lumumba en avait seulement 30, et vous êtes là à danser pour les politiciens. Les caciques, les mêmes là, vous êtes là à danser, on vous dit venez prendre les machettes. Vous avez 40 ans, vous avez 35 ans, ça c'est quelle jeunesse? Mais c'est un gâchis. Donc sur le plan des droits humains, nous avons terriblement fait des avancées. Le plan de l'état des droits dont on se plaint, la justice, nous sommes en train de faire des avancées. Et même les droits humains, c'est aussi le droit socio-économique. Je crois que le président Félix Tshisekedi en a parlé hier. L'éducation gratuite, c'était inscrit dans la Constitution. Mais ça n'a jamais réalisé. Il a fallu attendre que Félix Tshisekedi soit là pour qu'on parle de l'éducation gratuite et amener plus de 2 millions de nouveaux élèves à cause de l'éducation gratuite. Il a fallu attendre Félix Tshisekedi. Donc, on a fait des avancées. Et effectivement, beaucoup d'autres choses restent à faire parce que nous ne sommes pas ce que le Congo doit être. Qu'est-ce que le Congo doit être? Le moteur de la Renaissance africaine. Et comme les disent, vous priez beaucoup dans ce pays, donc la tête et non pas la queue. Hein? C'est le moteur de la Renaissance. Et Franck Fanon, que j'aime bien citer régulièrement, Franck Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée aux Zaïre. Actuellement à la RDC. La gâchette pour impulser le développement, c'est ce pays. La renaissance de l'Afrique, vous parlez actuellement de l'Afrique du Sud, de tout ça, mais tout le monde se demande. Mais ce Congo est plus grand, il devait être plus grand que le Nigeria, plus grand que l'Afrique du Sud, plus grand que l'Égypte. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais dont nous ne sommes pas contents. L'indépendance, ça ne peut pas être une indépendance de drapeau. Ça doit être une indépendance politique, une indépendance économique, une indépendance sociale, une indépendance culturelle. Donc,
une vision holistique de l'indépendance. Voilà un peu l'indépendance dont rêvaient les pères fondateurs. Justement, avant de parler de cette vision-là, indépendance, surtout économique, j'ai parlé tantôt qu'il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple, dans les Zaïre, et qui n'existaient plus aujourd'hui et qui ne permet pas au pays d'avancer. Est-ce que ça existe? Oui, il y a des choses. Il y a des choses sur le plan de l'unité nationale. Vous parlez du Zaïre, vous êtes seulement né pendant le temps du Zaïre. Mais Mobutu a fait des choses. Évidemment, dans la mesure des moyens, il a commis beaucoup de vieux, c'était la dictature. Mais le sens de l'unité nationale, cet attachement contre la balkanisation, c'est Mobutu a joué son rôle. Hein? Il y a des routes qui n'existaient pas. Vous étiez... Moi, quand je suis entré à l'université, j'avais une bourse d'études du gouvernement congolais. Et j'étais au Homme. Et nous étions nourris. Ça n'existait pas aujourd'hui. J'étais boursier, moi. Et les étudiants à notre époque, ce n'est pas très loin. Mais je prenais l'avion. On nous payait l'avion, nous avions des réductions. Évidemment, nous n'étions pas aussi nombreux. Et puis, vous avez une jeunesse déterminée. Déterminée à des valeurs. Et vous parlez à quelqu'un à qui on a fermé l'université 2 fois pour avoir réagi contre la dictature. On vient, on nous ferme l'université, on m'envoie dans mon village. Tout le monde disait, ils vont vieillir à l'université. Mais Dieu sait faire des choses. On m'a fermé l'université 2 fois. Et j'étais le premier de ma promotion à obtenir un doctorat et devenir professeur des universités. Donc c'est la détermination qu'il faut faire. Des choses ont été faites. Mais le plus important, nous devrions faire mieux. Nous ne devons pas nous tourner vers le passé. Nous devons mieux faire. Pourquoi est-ce que, comme on dit, en 60, les gens venaient se faire soigner au Congo? Pourquoi ils ne peuvent plus venir aujourd'hui? Mais les gens venaient étudier dans les universités, à l'Ovanium. Et dans les grandes universités, l'Ovanium était parmi les grandes universités du continent. Et aujourd'hui, c'est 60 ans après, aucune université congolaise n'est parmi les 200 premières en Afrique. Et pourtant, nous avons des universités qui sont devenues comme des ligablos. Chacun veut créer son université. 60 ans après, madame, aucune université congolaise n'est comptée parmi les 200 seulement en Afrique. Et vous êtes professeur des universités. Combien de fois vous avez manifesté pour lever la voix et dire que voilà, telle chose ne peut pas être en tel endroit et que nous devons nous battre pour nos universités? Vous devrez d'abord me poser la question, pourquoi est-ce que nos universités ne sont pas bien comptées parmi les autres? C'est parce que justement les conditions sont faibles. Lorsque dans un pays, on ne sait plus payer, il y a des diplômes politiquement obtenus. Les gens peuvent payer les diplômes d'État. Les gens peuvent payer même la licence, diplôme de licence. Les gens peuvent payer même des diplômes de doctorat. Mais c'est la catastrophe, vous allez aller avec l'université. Mais le Congo, c'est le pays où il est plus facile d'être professeur au Congo qu'à partout ailleurs. Parce que le fait d'obtenir un doctorat à Longuinaï, tu ne deviens pas professeur. Tu dois faire la recherche. Un professeur doit publier. Moi, je dois publier. Hein? Le professeur, ce n'est pas seulement transporter les mallettes, on m'appelle prof. Non. Je dois publier au début de chaque année. Je dois dire au début de chaque année, je dois faire autant de conférences dans le monde. Je dois écrire autant. Et j'ai un contrat programme. Mais les universités où les profs ne publient pas, vous n'avez pas de bibliothèque, vous n'avez pas de laboratoire. Et les profs ne sont pas dans de bonnes conditions. Et voyons les étudiants. Tous les étudiants veulent réussir. C'est la corruption. C'est quelle université ça? Les gens ne sont même pas dans les conditions, ils ne lisent même pas, ils finissent. Non, il nous faut repenser l'université, il faut refaire l'université. Et d'ailleurs, c'est une question très importante. Un pays où on parle du matin au soir, PPRD, FCC, de la politique. Non, ailleurs on ne parle pas de la politique. Chacun doit faire son travail. Hein? Chacun doit faire son travail. Mais est-ce que le fait, par exemple... Donc vous voulez le Lingala, Bambo Kamoussou, les gens ne sont pas intéressés. Baza intéressé dans la politique. Les gens ne sont pas intéressés. Et Zali Nambo, motobandis, la émission, les gens ont fait l'émission 4 fois. Parfois, pourquoi je ne veux pas candidater? Non, ça la publicité pour Bamonaye et Akoma, tout ça. Mais je n'ai pas besoin de ça pour être ministre. Et déjà, sous l'ancien régime, dans un gouvernement, qu'est-ce que je vais faire? Mais si on me demande aujourd'hui, je peux l'accepter, je vais réfléchir, je peux aller. Donc, il faut battre Motonyon sur Asala Moussala Naye. Je vais accepter parce que c'est Félix? Non, madame. Moi, j'ai eu cette chance avec les amis
Nous avons dirigé la transition, le mouvement de la transition sans Kabila. C'est nous. C'est moi aussi. On a été aux États-Unis, en Europe, pour dire que Kabila ne doit pas avoir un troisième mandat. Et le président Félix le sait. Donc je n'ai pas attendu Félix. Le président de la République. Alors, mais maintenant, comme il défend les mêmes valeurs qui sont les nôtres, il n'y a pas de choix de soutenir le président de la République. Parce qu'il y a deux camps. C'est la vie de la nation ou l'inanition de la nation. Vous devez choisir. Est-ce que vous avez déjà vu un chemin où il y a trois voies? C'est la gauche ou la droite? Hein? Ou vous êtes à gauche, ou vous êtes à droite. Justement, pour revenir, vous êtes professeur des universités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous avez étalé pas mal de faiblesses en ce qui concerne les systèmes éducatifs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces nouveaux gouvernements, avec ces nouveaux vents, c'est-à-dire que les présidents de la République, pour remanier les choses et relancer autrement les choses, pourvu que ne fût-ce que l'université de Kinshasa soit comptée parmi les descendants de l'Afrique? Bon, merci beaucoup. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez suivre votre logique. Parce que je parle tellement trop. je risque de vous faire perdre. Alors, si nous allons dans l'éducation, je peux vous dire ce que nous pouvons faire. Okay. S'agissant de l'éducation, il nous faut repenser le système de l'enseignement supérieur. Il faut les états généraux. Et l'enseignement supérieur, c'est d'abord au niveau primaire. Lorsque vous allez à l'école primaire, même à l'université, pour faire seulement 2 plus 2 égale combien? Mais nous, c'était le calcul mental. Mais aujourd'hui, vous allez trouver, vous devez chercher votre appareil téléphonique pour faire les calculs. 100 moins 32 égale combien? Mais vous allez voir les jeunes gens, ils doivent faire les calculs. Ça n'existait pas comme ça. Donc le mal est profond. Il commence par le primaire. Aujourd'hui, quand vous avez les choix multiples, on dit, oh, tel ministre, les résultats des examens d'État ne traînent pas, on le félicite. On va te féliciter pourquoi? Le meilleur ministre? Non! On est en train de... C'est un génocide intellectuel. On est en train de tuer notre jeunesse. Il n'y a plus de dissertation. Non, c'est devenu les choix multiples. Et à la fin de l'année, c'est en juillet, non? Vous allez voir les examens d'État avec la poudre partout, la farine partout. Les gens sont en train de fêter. Mais nous avons fermé quelle jeunesse? C'est un génocide. Nous devons repenser notre système d'enseignement supérieur. Primaire et puis à supérieur. Et puis vous savez aussi quoi? Lorsque nous mettons une priorité, il faut donner un budget. Il faut des moyens. Quel est le budget de l'enseignement supérieur? Je reviens, je suis professeur à l'université de Kinshasa. Quel est le budget du recteur de l'université de Kinshasa? 6 000 $ américains, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est une université? Mais là où même un département, une section comme dans les études, il ne peut pas avoir un budget de 6 000 $. Ce n'est pas possible. Vous allez faire quoi? Vous allez acheter quel manuel? Il nous faut nous asseoir. Il faut que l'enseignement devienne une priorité dans ce pays, primaire et secondaire. Il faut qu'on mette les enseignants dans de bonnes conditions. Et puis, il faut qu'on soit rigoureux avec les enseignants. Non seulement ils doivent être dans les bonnes conditions, mais ils doivent aussi faire leur travail. Et pour le reste, nous avons des systèmes dans beaucoup de pays. Nous avons des Congolais qui sont ailleurs. On peut faire des états généraux. On fera venir de nos compatriotes qui enseignent. J'en connais qui enseignent à Londres. J'en connais qui enseignent à Washington DC, aux États-Unis, j'en connais qui sont au Japon et dans plusieurs pays d'Afrique. Et d'ailleurs, on va réfléchir ensemble pour savoir quels sont les programmes aujourd'hui. Quels sont les programmes? Est-ce qu'on doit continuer avec les mêmes programmes qu'on avait là? Quel est dans le domaine de l'information technology, technologie de l'information, Internet, qui sont des domaines, quelle est notre part? Quels sont les enseignements? Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et je crois que la date de l'indépendance, c'est un peu une occasion pour repenser qu'est-ce que nous n'avons pas fait et qu'est-ce que nous devrions faire. Voilà, avant de toucher aux autres secteurs de la vie ou du développement de la RDC, continuons avec cette affaire, si je peux appeler ça comme ça, de l'éducation. Est-ce qu'il y a une différence vraiment, parce que vous parlez d'une bourse que vous avez reçue pendant peut-être les Zaïre, c'est les cas? J'étais boursier. Voilà. Il y a une différence entre les élèves, les étudiants zaïrois et les élèves, les étudiants congolais. Lesquels? Mais il y a une différence énorme. Et puis on avait des modèles. Moi, je me disais déjà que je serais professeur des universités. À l'époque, je me disais pourquoi être un professeur local? Il y a tant d'universités dans le monde. Moi, je serais seulement à Kinshasa, connu seulement à Kinshasa au Congo.
C'est bien que quand tu montes dans l'avion en Djili là-bas, personne ne sait plus si tu es professeur. J'ai rêvé. Nous étions une jeunesse qui rêvait. Mais attention, pour rêver, ça ne demande pas de moyens. Je suis professeur des universités. Je viens d'un village, moi. Je n'ai pas étudié dans les grandes écoles de Kinshasa. Je n'ai pas été chez Loupio. Je n'ai jamais été chez Maloula. Et mon village, mais je viens d'une brousse. Je viens de la forêt. Et tu viens de là, tu as une ambition. Moi, je serai professeur des universités dans le monde. Nous savions rêver. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui désespèrent. Mais ne vous blessez pas pour le matériel. Vous me voyez? Ce n'est pas le matériel. Vous pouvez ne considérer pas Dieu. Je suis croyant aussi. Il faut avoir la foi. La détermination va avec la foi. Dieu peut vous prendre de nulle part et faire de vous le premier professeur noir que les Sud-Africains attendaient pendant des siècles. C'est la détermination. Ne soyez pas découragés parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. J'ai vécu, moi j'étais à l'université, mais j'allais à pied. Déjà à l'époque, avant d'avoir la bourse. J'étais à Yolo. J'allais à l'université de Kinshasa en passant par le CNPP. Je me levais à 5 h du matin. Et j'allais à pied. Et à 5 h du matin, monte la colline là du CNPP. 5 h du matin. Et tu as un peu d'argent, tu gardes pour payer le coca à midi, manger. Et le soir, vous rentrez. On a besoin d'une jeunesse qui espère. Une jeunesse qui est déterminée. Le matériel ne doit pas vous décourager. Mais j'ai actuellement une voiture, j'ai des maisons. Mais j'aime bien marcher à pied. Je sais marcher à pied une trentaine de kilomètres. C'est pourquoi je n'aime pas mes étudiants comme eux ou mes profs ont la chance à voyager. Mais oui, quand je voyage, on paie des billets pour moi. Quand je vais aux États-Unis, on paie des billets d'avion pour moi. On me loge dans les hôtels pour moi. Mais je viens d'où? C'est la détermination que nous ayons une jeunesse qui rêve. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse déphasée, qui désespère, qui voit surtout les besoins matériels. Ce sont ceux qui ont l'argent qui deviennent leur modèle. Et parfois les voleurs, parfois les détourneurs d'argent, parfois les politiciens, ils deviennent des modèles de présos qu'on envie, de vieux Wana. Hein? Il a réussi quoi? Donc nous avons besoin de cette jeunesse qui espère. Et une jeunesse qui espère, c'est une jeunesse qui lutte. Et une jeunesse qui aime la rigueur, pas les facilités. Pas aller dans la corruption, tout ça. Parce que nous avons des étudiants qui aiment passer. Non, dans la rigueur. Et là, nous pouvons y arriver. Mais quand même, quand ces étudiants-là, ils aiment la facilité, vous aussi, professeur, de votre côté, vous facilitez cette facilité-là, je me permets la tautologie, c'est-à-dire que je viens avec autant d'argent, je vous donne, malgré que je n'ai pas participé à vos cours, mais quand même, vous acceptez de me donner autant de points. Et donc, les responsabilités ne sont pas partagées, c'est-à-dire que moi, je viens corrompre et vous acceptez d'être corrompu. Impossible, on devrait les chasser des universités. Un professeur d'université qui accepte l'argent devait être chassé des universités. Malheureusement, nos étudiants aussi ont honte. Parce que ils participent au système. Un professeur qui reçoit l'argent n'est pas un prof d'université. Il est arrivé là par hasard. Ce n'est pas un prof d'université. C'est pourquoi ce n'est pas possible qu'un professeur d'université reçoive l'argent. Mes étudiants, moi, mais je ne les connais pas. Il y en a qui reçoivent, je ne sais même pas d'où ils viennent. Et je leur dis dès l'entrée de jeu que dans mon cours, ce n'est pas possible. Dès que j'apprends que tu as tripoté avec l'assistant, tu as échoué. Ce n'est pas possible qu'un prof accepte de l'argent. Ça, on doit fermer. Si ça se passe dans des universités et instituts, on doit fermer ces ligablos-là. Ce ne sont pas des universités. Ce ne sont pas des instituts. Et les personnes qui font ça ne méritent pas d'être appelées étudiants, ne méritent pas d'être assistants, chefs de travaux ou professeurs. Si jamais il y avait des professeurs, ce sont des gens révoltés. Le message il est clair, professeur. Parlons cette fois du secteur économique pour notre pays 60 ans après. Quel est le niveau de l'économie du pays? Est-ce que la RDC est en mesure d'influencer par exemple les mondes avec sa monnaie qui est toujours en baisse? Je vais me rappeler également que pendant les Zaïre, un Zaïre revenait pratiquement à 2 $, ce qui est le contraire actuellement. C'est dû à quoi toutes ces choses? Mais c'est un gage. Sur le plan économique, nous ne sommes nulle part. Prenez le budget du Congo. 4 000 ou 5 000 après tout ce qui est le coronavirus. 5 000 $ américains. Mais ça, c'est le budget d'une petite entreprise. C'est quel pays? C'est quel pays avec un budget? Vous connaissez le budget pendant que vous avez 4 milliards de $. Vous connaissez le budget du petit de l'Angola?
plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vous connaissez le budget de l'Afrique du Sud? N'en parlons pas. Non, on n'est nulle part. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 4 000 dollars? Il faut remettre les gens au travail. Le problème au Congo, c'est que tout le monde veut faire la politique. Et les conditions, l'État n'a pas créé des conditions pour l'agriculture. Les gens devaient rester chez eux pour produire. Mais même les maïs, vous devez les importer. C'est quel pays? Nous devons nous remettre. Nous n'avons pas une économie, mais ailleurs, on se moque de nous. C'est pourquoi je dis que les Congolais sont des magiciens. Parce qu'ils sont capables de transformer le paradis en enfer. C'est ce qu'ils ont fait de leur pays. C'est ce que nous avons fait de notre pays. Mieux vaut tard que jamais. L'indépendance est une occasion pour savoir comment nous pouvons répartir et comment mettre fin à cette sorcellerie collective et qui nous traîne par le bas. Les Congo ont été un scandale géologique. Comment vous expliquez ces concepts par rapport à la vie au quotidien des Congolais? Mais ça s'explique parce que vous avez une classe, vous avez des gens médiocres. Hein? Parce que vous avez des sorciers, comment ils vont expliquer? S'ils peuvent déjà transformer le paradis en enfer, c'est en d'autres termes ce que je suis en train de faire. Vous avez l'un des pays les plus riches de la planète et vous êtes parmi les plus pauvres de la planète. Mais vous êtes des magiciens, il faut vous féliciter. Hein? Il faut vous décorer d'ailleurs. Justement, professeur, parlons de, comme vous parlez des budgets de la RDC, vous parlez de budget, c'est bien bon, mais comment les députés, sachant que ces budgets-là est tout simplement horrible et à voir aux yeux du monde entier, est-ce qu'il faut continuer à réclamer des majorations, des émoluments pendant que vous êtes conscient que les pays vont mal sur l'aspect économique? Bon, moi je crois que pour moi, d'un point de vue de l'extérieur, je crois que le problème est plus grand. On doit produire. Et ailleurs, ceux qui gagnent davantage, ce ne sont pas les politiciens. Je venais de dire à une émission, mon recteur à l'Université d'Afrique du Sud, il sait payer le président de l'Afrique du Sud 3 fois. Un recteur de l'université, avec son salaire là, il a 3 fois le salaire du président Ramaphosa. Et je crois que ça doit dire quelque chose. Ce monsieur-là, vous allez le voir en train de s'agenouiller devant les politiciens. Il va chercher quoi? Parce que lui, le recteur, il touche déjà 3 fois plus que le président. Il va supplier qui pour entrer au gouvernement. Il faut changer donc les donnes. Il faut que les gens travaillent. Vous savez, quand on demande au président, mais vous, président, un simple recteur peut vous payer 3 fois. Vous savez ce que dit le président? Mais un président, la plus, c'est un fonctionnaire. Un président, la plus, c'est un fonctionnaire. Il nous faut travailler. Ici, le seul emploi, c'est la politique. Non. Vous pouvez avoir votre entreprise. Vous venez de créer une entreprise. Vous pouvez être déterminé. Demain ou après-demain, peut-être vous avez, parce que ça va plus loin, vous avez le commercial, la publicité et joint, vous avez peut-être une entreprise qui vous donne un contrat. Et vous pouvez, au lieu de chômer, ou au lieu d'aller commander, comme ces gens qui vont, les militants de certains partis politiques, qui vont chercher 3 000 francs pour aller ramasser des machettes, vous pouvez faire votre entreprise. C'est ça qu'il nous faut. Donc moi je ne vois pas trop. Et même le salaire, 2 000 dollars pour... Moi je vous dirais même que c'est trop peu. Oui, je vous dirais même que c'est trop peu. Mais vous savez, si vous voulez, il faut décourager les politiciens. Donnez à tous les politiciens, les ministres, dites un ministre, son salaire est de 2 000 dollars. Vous aurez combien de gens? Les gens ne vont plus se précipiter. Les gens vont chercher à faire des fermes. Vous savez comment? Si un ministre déjà n'a que 3 000, qu'est-ce qu'il devait faire? Les gens vont chercher. Il faut désorienter. Il ne faut pas être tourné vers la politique. Hein? Regardez aux États-Unis, les Bill Gates et tout ça. Ce ne sont pas des politiciens. Il y a une vie en dehors de la politique. Tout ça aussi, c'est le problème de notre peuple. Parce que vous donnez trop d'importance aux politiciens. Parce que vous n'êtes pas dur envers les politiciens. Parce que vous ne comprenez pas que les politiciens, ce sont vos serviteurs. Si je suis député, le palais là s'appelle comment? C'est le palais du peuple. Nous ne sommes que des locataires. Le palais appartient. Palais de la nation, là où se trouve le président. Mais on dit que c'est le palais de la nation et le président c'est un locataire. Palais de justice. La justice est rendue au nom du peuple. Même le palais des juges, ils sont des locataires. Ils ont des comptes à rendre au peuple. Mais lorsqu'au lieu, vous devez demander des comptes aux dirigeants. Mais lorsqu'au lieu de demander des comptes, lorsque le patron devient domestique,
Le patron, c'est le peuple. Mais lorsque le peuple accepte de se placer dans une position inférieure, il devient le domestique. Là, ça change tout. Professeur, la RDC a été pillée, vous le savez, pendant, par exemple, la colonisation. Il y a pas mal eu de objets en termes des patrimoines, des représentations des ancêtres et tout qui ont été pillés et ramenés vers l'Europe. Récemment, il y a eu un Congolais qui est allé dans un musée français pour récupérer avec toute brutalité, scandant en disant voilà, ça nous appartient, ils nous ont volé, je suis venu prendre tout ça. Vous êtes un des députés. Qu'est-ce que vous avez déjà proposé, par exemple, en ce qui concerne les rapatriements de tous ces patrimoines qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, faire développer les pays? En tout cas, il faut dire, le député ne peut pas tout faire. Hein? Je n'ai pas fait de propositions de loi, mais je pense que c'est la tâche du gouvernement. Il faut s'organiser. Il y a d'autres qui ont récupéré leurs valeurs. Mais avant de les organiser, d'aller les prendre, vous allez les mettre où? Hein? Vous allez les mettre où? Vous avez déjà construit votre propre musée? Parce que là, c'est peut-être regarder. Organisez-vous d'abord. Que quand on va nous donner, voilà là où nous allons mettre nos œuvres d'art. Vous allez les mettre où? Mais les rats vont tout bouffer, il n'y aura plus rien. Donc il ne faut pas parler pour parler. Il faut vous organiser d'abord. Il faut. Voilà, professeur, vous avez, si vous n'avez pas vécu pendant l'époque de Mobutu, mais quand même vous maîtrisez l'histoire de Mobutu, je prends Kasavubu, je prends Mobutu. J'ai vécu l'époque de Mobutu. Voilà, je prends Kasavubu, je prends Mobutu, je prends Désiré Kabila, je prends Joseph Kabila. Je mets d'abord à côté l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Entre les 4 présidents, qui, selon vous, au regard de la Constitution, a pu servir sa nation? C'est une question difficile. Il faut dire que nous avons des problèmes de constitution depuis le départ. Parce que quelques jours seulement après l'indépendance, la constitution a été violée. Kasavubu qui révoquait Lumumba. Je crois qu'on reviendra, on a suffisamment de temps pour parler du discours du président Félix Tshisekedi. Tout à fait. Kasavubu révoquer Lumumba, c'était en violation de la constitution. Il faut dire que tout le problème dans ces pays, ça a été le non-respect de la constitution de l'état de droit. C'est ça qui a plongé le pays dans toutes les misères. Le non-respect des textes et de l'état de droit. Et après, il y a eu le coup d'état de Mobutu. C'était la dictature. Et puis après, il y a eu Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas un démocrate. Et après, il y a eu Joseph Kabila, ce n'était pas la démocratie. Mais heureusement, notre peuple a continué à lutter et à se battre. Donc, sur le plan des textes, il y a toujours eu ce problème-là du respect de l'état de droit. Brièvement, qu'est-ce qui constitue les vrais problèmes du développement de la RDC? Mais c'est une question lourde. C'est une question à laquelle on ne sait pas répondre en une seconde. Bon, je crois, le premier problème, c'est l'homme congolais. Hein? Il faut changer l'homme congolais. C'est ça le premier problème, parce que c'est l'homme qui est le moteur du développement. Il faut un changement de mentalité. C'est pourquoi des gens comme Mabika Kananda écrivaient des ouvrages comme la remise en question. Il faut que ça change dans le mental. Que l'homme congolais comprenne que quand je suis en politique, c'est pour servir et non pas se servir. Qu'il faut travailler. Qu'il n'y a rien de... Il faut la rigueur. Qu'il faut la discipline. Qu'il faut abandonner le vol, les antivaleurs. C'est d'abord l'homme congolais. Donc il faut travailler d'abord l'homme. Et si on peut travailler l'homme qui est déterminé, qui se rend compte de ses responsabilités, je crois que le reste peut venir. Voilà. Revenons maintenant au discours du président de la République à l'occasion de cette journée des commémorations. En tout cas, vous avez suivi attentivement les discours du début à la fin. Qu'est-ce que le président a voulu dire? Bon, il faut dire que c'est le meilleur discours depuis le début du siècle. J'ai fêté le discours 2001 jusqu'après, je n'ai pas trouvé un tel discours. Évidemment, ce n'est pas... Il y a des choses à reprocher à ce discours. Comme moi, je sais reprocher. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions. Mais c'est le meilleur discours. Vous n'avez pas vu l'ancien régime n'a jamais développé un tel discours. Allez seulement dans la bibliothèque demander tous les discours de l'ancien régime. Il n'y a rien de comparable. C'est un discours de fond. La substance y était. Et puis le président, quand il s'exprime, vous sentez la détermination. Il n'est pas en train d'hésiter, Félix Tshisekedi.
Surtout les tons qu'il a utilisés. Non, le ton, la profondeur et même la forme. Hein? Ce n'est pas un président en train de bégayer. Vous n'avez pas vu un président en train de bégayer. Hier, vous avez vu un président de la République sûr de ce qu'il était en train de dire. Déterminé et qui sait là où il veut conduire son peuple. C'est l'un des meilleurs discours depuis qu'on a des présidents depuis le début du siècle. Et vous savez à quoi je fais allusion. Meilleur par rapport au contenu ou aux réalisations qu'il a déjà pu faire pendant les ans. Un discours, c'est un discours. C'est-à-dire, il fait l'état de la situation. Il vous retrace d'où on vient. Il pose même les problèmes. Il a répondu à ces problèmes. C'est lui qui a parlé d'une classe politique qu'il considère comme la mafia, toute tendance confondue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous dites, ça n'a pas marché. Nous avons la mafia. Une classe politique qui ne sait que se servir, qui fait la politique du ventre. Il a relevé cette dichotomie-là. Dans cette contradiction entre le pays, l'un des pays les plus riches, avec le peuple le plus pauvre. Il a relevé. Et je crois qu'il a bien fait de commencer par honorer les pères fondateurs, dont je disais qu'ils n'étaient pas pères, ils étaient jeunes. Il les a honorés Kasavubu. Ça valait la peine. Parce que Kasavubu a joué un grand rôle dans ce pays. Et honorer aussi une fois de plus Lumumba, avec la création de Lumumba-Ville. Mais vous avez des gens ici qui ont des partis qui s'appellent Lumumbistes. Hein? Les successeurs de Lumumba. Mais pendant 20 ans que vous étiez là, vous ne pouvez pas penser à la ville de Lumumba. Hein? Ça servait à quoi? Nous sommes de la gauche, nous sommes des Lumumbistes. Et il faut attendre Félix Tshisekedi qui vienne vous dire, j'ai créé la ville, Lumumba-Ville. Et vous étiez là en train de prêcher à tout le monde, à dire à tous les Congolais au monde entier combien vous étiez de Lumumbistes. Non, quand même, soyons sérieux. Donc là, ça, c'est un phénomène, quelque chose de fort. Et moi, je dis, monsieur le président, ce n'est pas suffisant. Félicitations pour Lumumba-Ville, mais il faut aller plus loin. Mais aller plus loin comment? Dit, monsieur le président, pour arriver là où Lumumba est né, Lumumba-Ville, il n'y a pas de route. Moi, j'ai envie d'aller faire une conférence à Lumumba-Ville. Je vais y arriver comment, monsieur le président? Dites à votre gouvernement de construire des routes pour arriver à Lumumba-Ville. Il n'y a pas d'électricité. Qui est quand même des groupes électrogènes. Il y a une rivière tout près de Lumumba-Ville. Mais on peut faire un petit barrage, monsieur le président. Et puis je vais arriver à Lumumba-Ville, parce que je vais faire une conférence vraiment à Lumumba-Ville. Je prendrai sûrement un avion qui va atterrir à Lodja. Mais à Lodja, malgré tous ces gens, ces politiciens qui viennent de Lodja, mais c'est une brousse. Mais avec un peuple dynamique. L'aéroport n'est même pas asphalté, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez demander à ce gouvernement d'asphalter la piste de Lodja? J'ai envie d'aller à Lumumba-Ville. Et ce n'est pas loin de Lusambo, monsieur le président. Vous voyez, finalement, le premier Lumumbis, Félix Tshisekedi devient le plus grand Lumumbis. Pas en théorie, mais il passe aux actes. Il fallait songer au Sankourou, qui n'est pas d'ailleurs très loin de chez moi. Donc ça, c'est très bien, rendre hommage aux pères fondateurs, à ceux qui... Les gens sont morts, aux martyrs de la démocratie, dont Étienne Tshisekedi et les autres. Il fallait rendre hommage. Pour cette démocratie, les gens sont morts. Des hommes, des femmes, des enfants ont perdu leur vie, d'autres ont été arrêtés, ils sont morts. On ne connaîtra jamais leur nom dans les livres d'histoire. Ces gens-là, il leur faut un monument. Le président là a bien fait de leur rendre hommage à nos policiers et à nos militaires pour l'intégrité. Il y a beaucoup à faire, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Et j'apprécie que le président fait des logements sociaux pour les militaires. Mais ils ont besoin de logements, ces militaires, aller dans les camps militaires. Ils ont été abandonnés pendant 20 ans. Qui s'occupait de la police et de l'armée? Aller à camp Lufungula, camp Okoko, le même camp Tchatchi. Mais votre collègue Jeannette Kabila s'est plaint en disant que les policiers ils n'ont pas assez de salaires, donc ils n'ont pas beaucoup d'argent en termes de salaires et qu'il fallait arranger. Et pendant 20 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils étaient au pouvoir pendant 20 ans. Vous voulez donner des leçons à qui? Pendant 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez au pouvoir pendant 20 ans, donc vous étiez incapable. Si vous étiez incapable, alors laissez le temps à Félix Tshisekedi, on va vous montrer ce qu'on peut faire. Pendant 20 ans, vous n'avez rien fait. Mais le président est allé plus loin sur nos infirmiers, le travail qui est fait, et encourager, appeler à l'unité nationale, raviver la dignité du Congolais, que nous sommes un peuple grand. Et nous, notre destinée, c'est être un peuple grand, un peuple fort.
et tracer l'avenir. Et le président, j'ai beaucoup apprécié qu'il ait insisté sur l'état de droit et la justice. Et je reprends les mots, il a dit, l'état de droit est pour une nation ce que le sang est pour le corps humain. C'est-à-dire, s'il n'y a pas état de droit, on ne sait pas construire une nation. Mais quand il dit par exemple qu'il ne va pas fouiller dans les passés, mais il a raison, justement, ce n'est pas son travail de fouiller dans le passé, c'est le travail de la justice. Donc on espère quand même qu'on peut on ne peut pas faire de Félix Tshisekedi, il l'avait dit lui-même, je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. C'est la justice qui a commencé. C'est pourquoi il a parlé de Boukangalonzo, non? C'est la justice qui doit dire où est parti l'argent de Boukangalonzo. Et voilà nos amis, c'est là, on risque de demander l'argent, les comptes pour Boukangalonzo. Proposition de loi pour arrêter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le président a encore parlé de quoi? Le coulage des ressources, des recettes. Des actions de la GECAMINE ont été vendues à des particuliers. Vous êtes magistrat du parquet, vous voulez commencer à finir, arrêtez. Proposition de loi. Bon, vous savez, il y avait beaucoup de projets dans ce pays. Construire nouveaux aéroports. Il y a même l'argent de Gopas ici, vous avez déjà. Où va cet argent-là? Proposition de loi, vous commencez à finir là-bas, arrêtez. Donner le pouvoir au ministre de la Justice, c'est ça la crainte de nos amis. Mais professeur, est-ce que le fait que je sais que c'est constitutionnel, le fait que les présidents de la République soient en coalition avec les FCC ne peut pas contribuer par exemple à son blocage, c'est-à-dire à la mise en place de sa vision, à l'effectivité de tout ce qu'il tient comme discours sur le terrain. Bon, mais c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez, le FCC, vous avez un nouveau président de la République? Au lieu de créer des blocages, mais vous devez l'aider. Parce que vous avez échoué. Et le peuple sait que vous avez échoué. Le fait d'être en coalition devait amener nos amis du FCC à changer. Le président a dit ceci. Il dit, il ne veut pas, c'est comme dans la Bible, hein, je ne veux pas la mort du méchant, mais que le méchant se convertisse dans l'intérêt du peuple. Que nos amis comprennent que pendant 20 ans, ils ont détruit ce pays. Comme ils sont en coalition, c'est une chance de s'améliorer. Si on avait volé de l'argent, c'est une occasion de restituer l'argent du peuple congolais. Au lieu de créer des problèmes inutiles, comme ces propositions de loi, aidez le président de la République. Mais ils ne comprennent pas ça, vous avez vu vous-même. Tout ce qui est fait, c'est pour contrecarrer le président de la République, parce qu'eux, ils n'aiment pas le bonheur du peuple congolais. Et vous êtes au sein du Parlement, jusqu'où iront les députés du FCC? Jusqu'où iront les députés? Ils seront arrêtés. C'est arrêté pas dans le sens d'amener en prison. C'est-à-dire ces brouillons. J'espère que vous aurez le temps de vous démontrer que c'est inconstitutionnel. Parce que les gens posent la question, mais prof, tout ça. C'est inconstitutionnel. Et le président l'a rappelé. Mais les propositions de loi veulent diminuer le pouvoir judiciaire, l'autorité du pouvoir judiciaire à travers le ministre de la Justice. Parce qu'ils veulent protéger certains intérêts. Jusqu'où ils diront, mais notre peuple n'acceptera pas. Vous faites partie du peuple, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez accepter? Non. Et si le peuple ne veut pas, vous êtes au Parlement, vous êtes député pour qui? Vous n'êtes pas député pour votre femme, vous n'êtes pas député pour vos enfants, vous êtes député pour le peuple. Ce que le peuple a beau, mais à bout, et le peuple, c'est notre patron. Si moi, j'ai des propositions de loi, parlons ça. La mienne n'est pas encore arrivée, pourquoi? Si le peuple ne veut pas, le peuple ne veut pas retirer. Pourquoi vous entêtez? Vous ne pouvez pas diriger le peuple par défi. C'est ça le problème. Vous êtes député national, mais le peuple, par exemple, il y a un monsieur qui habite France, Paris, il s'appelle Nokolandou, il m'avait demandé de vous poser cette question. Vous êtes au sein de l'Assemblée nationale, vous êtes député pour les comptes de l'UDPS, c'est ça? Oui, je suis député de l'UDPS. Voilà. Il y a pas mal de bras de fer entre l'UDPS, Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le président puisse dissoudre les parlements pour l'instant, pour le bien de la population? Je dis d'abord ceci. Les députés, d'après la Constitution, représentent la nation. C'est ça. Même si vous étiez élu sur la liste du PPRD, vous représentez la nation, vous ne représentez pas votre famille politique. Vous ne représentez pas Yémei. C'est le contraire de ce que nous voyons. Mais c'est une catastrophe. Vous devez représenter le peuple. J'ai dit quoi? Le Parlement doit comprendre qu'il sert le peuple. Mais s'il n'est plus là pour servir le peuple, mais on devrait démissionner. Et moi, je n'aurai pas de problème s'il va dans des conflits, et la Constitution est réunie,
Si on doit dissoudre le Parlement demain, mais qui va pleurer? Ce n'est pas l'opposition Mbata qui va pleurer parce qu'on a dissous un Parlement et une Assemblée nationale qui n'était plus capable de faire sa mission. Ce n'est pas moi qui vais pleurer, je vais rentrer à mon université. Non. Et le fait d'être en coalition ne signifie pas que vous faites un complot contre le peuple. Parce qu'à l'UDPS, on dit le peuple d'abord. Le fait, et le président l'a dit, aucune majorité parlementaire ni quoi que ce soit ne peut pas toucher aux fondamentaux de notre pacte national. Donc le fait d'être en coalition ne signifie pas que vous devez aller contre. Pour nous, c'est le peuple d'abord. Dans cette coalition, le FCC nous a rejoints. Le FCC doit changer de mentalité. Ils doivent comprendre que maintenant, ce n'est plus un individu d'abord. Hein? Ce n'est plus Yewana d'abord. Maintenant, c'est le peuple d'abord. Qu'il change de mentalité, qu'il se convertisse et le peuple va les pardonner. Du point de vue social de la population, avant de conclure avec cette histoire de discours du président par rapport à l'indépendance, quel bilan du point de vue social de 1 an du président de la République? Parce que la population a tendance à se dire que voilà, il nous avait promis, il ne réalise pas, il s'est penché plutôt du côté de la justice et en oubliant en même temps la population. Mais la justice ne peut pas être oubliée, madame. Lorsqu'on parle de l'éducation gratuite, essayer d'équilibrer. Lorsqu'on parle de l'éducation gratuite, hein, c'est le social. Ce sont les enfants. Il a parlé des infrastructures, de certaines routes qui ont été faites. Il a parlé de la santé. Mais on doit aussi se dire la vérité. Dans 1 an, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous trouvez un pays détruit? Et surtout que vous êtes obligé par la Constitution à vivre, à être en coalition. Le président Félix Tshisekedi n'est pas en coalition de sa propre volonté. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que la majorité qui s'est retrouvée après le résultat de la CENI a donné le FCC. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais comme la coalition est quand même là, il doit travailler, donc nos amis doivent se mettre dans cette dynamique-là. Il faut dire qu'1 an après, vous ne pouvez pas tout faire. Et même la justice dont nous parlons, on n'a même pas encore tout fait. On n'a pas parlé du ministre de la Justice. On n'a pas parlé des propositions de loi. Tout à fait, on y arrive. Oui. Donc, même la justice elle-même est née en train de regagner son indépendance. On n'est pas encore arrivé. Si la justice regagnait son indépendance, et que nous avons par exemple 100 millions de dollars détournés de Bukangalonze, découverts par la justice, mais ces 100 millions de dollars-là, on peut les utiliser à donner de l'eau par exemple à la population, à améliorer le social. L'argent qui a été détourné pour construire les infrastructures, si la justice on peut récupérer ça, mais ça va nous aider à améliorer le social au lieu de dépendre de l'argent qui vient de l'étranger. Parce qu'au début de l'émission, vous parliez de notre dépendance à l'extérieur. Nous devons d'abord être nous-mêmes. Nous devons d'abord trouver nous-mêmes les moyens au lieu d'attendre 2 millions ou 3 millions même pour combattre le coronavirus. Donc la justice est très importante. Et ce que Félix Tshisekedi a fait dans un gouvernement de coalition, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire qu'il y a des problèmes. On n'est pas encore arrivé. Hein? Ou ce n'est pas parce que les gens pensent que le prof est souvent au nom du président. Non. Vous savez, à l'UDPS, on ne se cache pas les bons. À l'UDPS, il n'y a pas de Tshisekedi désir. Non. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes conscients. Et le président a montré sa détermination. Il a demandé au gouvernement, et souvent c'est ce gouvernement qui doit exécuter la politique, qui lui crée des problèmes, qui fait des obstacles. Qu'est-ce que vous voulez? Que Félix Tshisekedi devienne un dictateur, qu'il agisse au nom du gouvernement? Au nom des PDG, au nom des gouverneurs? Non. Chacun a son travail. Voilà, pour finir avec l'indépendance, d'une façon générale, la RDC doit continuer à dépendre de l'étranger ou parce qu'il y a un nouveau vent, c'est-à-dire le président de la République, il y a moyen de réglementer tout cela en relançant par exemple des ressources internes, l'agriculture, l'élevage, de pêche, etc. pourvu que la RDC ait au moins, par exemple, des fonds qui viennent de l'interne avant de penser à la coopération bilatérale pour d'autres pays où on peut recevoir des financements. Mais vous avez la solution. Qu'est-ce qui est ajouté? La RDC doit d'abord dépendre d'elle-même. Nous devons nous mettre au travail, au lieu de perdre du temps dans des choses inutiles. Et là, il faut ajouter, tout ne viendra jamais du président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi comme président ne fera rien seul. C'est tout un peuple qui doit s'engager.
c'est vous, ce sont les universitaires, c'est la société civile, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les magistrats, ce sont les fonctionnaires, c'est nous tous. Le développement du pays ne sera jamais, même s'il avait la meilleure volonté du monde, le président Félix Tshisekedi ne fera rien seul. C'est pourquoi il faut l'assister. C'est pourquoi il faut aller ensemble. Si on devait tout laisser entre les mains d'un homme, ce serait la catastrophe. Il n'a pas les moyens. Il a besoin de ce soutien-là. C'est tous ensemble que nous construirons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et lorsque nous disons dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, ce n'est pas un individu. Hein. Ce n'est pas toi tu bâtiras. Ce n'est pas Félix Tshisekedi bâtira. Ce n'est pas le pauvre Mbata bâtira. C'est nous ensemble comme collectif, unis dans la diversité, animés, il y a la même détermination. C'est alors que nous, j'insiste sur le nous, c'est notre responsabilité collective. Construire ce pays, faire un Congo plus beau qu'avant qui ne dépende plus de l'extérieur, c'est d'abord nous d'abord, c'est notre affaire. Et quand nous aurons pris conscience, je crois que nous pouvons y arriver. Un petit message à lancer en tant que professeur, mais aussi député national à l'occasion de cette journée. Bon, à l'occasion de la journée, c'est une journée mémorable qui nous rappelle ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais le plus important, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est de dire aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Vous savez, je suis congolais, moi je ne suis pas de ceux qui pleurent. J'appartiens au peuple congolais, je n'appartiens pas à un peuple qui pleurniche à la longueur de journée. Oh, on nous a attaqués, oh, on nous vole nos richesses. Moi, je fais partie d'un peuple qui lutte en permanence et qui doit continuer à lutter en permanence pour sa dignité et sa survie. Parce que le développement n'a jamais été un cadeau. C'est toujours le résultat des luttes. Et cette lutte doit continuer. Mais si vous croisez les bras que quelqu'un le fera pour vous, oh voilà, c'est l'affaire du FCC Cash. Là, vous n'êtes même pas un citoyen congolais. C'est notre affaire à nous tous. Donc, j'appartiens à un peuple qui lutte et qui continue à lutter. Voilà, le message il est clair, il est passé. Saisissez-les, hein, vous qui êtes concernés. Parlons cette fois de la justice ou de l'état des droits. Vous êtes constitutionnaliste de votre métier ou de votre fonction, ou praticien plutôt de la constitution ou des lois. État des droits, c'est un concept slogan ou c'est constitutionnel? Et comment c'est constitutionnel? L'état de droit, c'est le premier nom de la République. Est-ce que vous savez ça? Je vous dis que non seulement c'est le constitutionnel, le premier qualificatif, vous avez fait les lettres, les bonnes lettres, le premier qualificatif de la RDC, c'est l'état de droit. Et je crois que là-bas, la Constitution nous appartient à nous tous, c'est notre Constitution. Pourquoi je dis que c'est constitutionnel et le premier qualificatif de la République? Je vous laisse tout simplement lire l'article 1er de la Constitution. Vous avez l'article 1er. Lorsque vous avez un article 1er est toujours le plus important. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état des droits, indépendant, souverain, merci beaucoup. Et invisible. Voilà le premier article de la Constitution. Comment il définit la RDC? Dans ses frontières au 30 juin 60, et nous nous souvenons aujourd'hui de l'indépendance, elle est quoi? Un état de droit. C'est pourquoi le président de la République a insisté sur l'état de droit. C'est pourquoi les gens ne doivent pas minimiser l'état de droit. Pourquoi l'état de droit? Mais c'est ce qu'ils ont fait sur le premier article. Vous avez vu, c'est le premier article, le tout premier. C'est que notre peuple a voulu. La RDC dans ses frontières au 30 juin, nous sommes le 30 juin, est un état de droit. C'est constitutionnel. C'est pour vous montrer toute l'importance que ça donne. Et non seulement ça, vous avez vu, c'est le constituant lui-même. Et au début de la Constitution, vous avez toujours ce qu'on appelle le préambule. C'est-à-dire le début de la Constitution. Là où le peuple congolais se prononce. Lisez-moi, veuillez lire les deux premiers. Nous, peuple. Nous, peuples congolais, unis par les destins et par l'histoire autour de nobles idéaux, des libertés, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit
et une nation puissante et prospère. Stop. C'est le troisième préambule. Nous, peuple congolais, animés par notre volonté de bâtir au cœur de l'Afrique, bâtir quoi? Un état de droit. Un état de droit. Mais pourquoi ça apparaît extraordinaire en ces moments? Demandez à ceux chez qui ça paraît extraordinaire. Parce que ce n'est pas dans leur DNA. Vous venez de le voir. C'est l'article premier et nous, animés par la volonté, Tshisekedi n'invente rien, Félix Tshisekedi, le président de la République, animés par la volonté de bâtir un état de droit et une nation puissante et prospère au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Un état de droit et une nation puissante et prospère. Nous, peuple congolais, nous avons trouvé quoi? Il ne peut pas y avoir de nation puissante et prospère sans un état de droit. Mais c'est aussi simple. C'est quoi au juste les contenus d'un état de droit? Le contenu d'un état de droit, c'est l'état de droit, dans des mots assez simples. Moi je dirais, c'est l'état du peuple tout entier. C'est l'état dans lequel tout le monde est soumis à la loi et à la loi voulue par le peuple. Pas par la loi que vous allez faire toutes vos 3 propositions, 5 propositions de loi. Je ne vais pas reculer, je vais aller jusqu'au bout. Non. L'état de droit, c'est un état dans lequel tout le monde est soumis à la loi comme volonté du peuple souverain. Et la loi, tout le monde, que vous soyez président de la République, ministre, député, je suis heureux que le président Félix Tshisekedi est en train de faire cela. C'était bien heureux de voir un ministre de la Justice dans une fourgonnette. Dans une fourgonnette de la police. Pour la première fois dans ce pays. Mais la plupart des gens pensaient qu'il allait être arrêté, c'est qui n'est pas C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Il n'a pas été... Mais s'il a été relâché, il est rentré. Je sais qu'il a été arrêté. C'est qu'il était, il était arrêté. Et puis demain, il sera là encore une fois. Bon, vous voyez, je voudrais signaler ceci. Un peuple doit toujours célébrer les victoires qu'il rencontre. Les Congolais, vous connaissez leurs problèmes. Ils remportent une victoire. Au lieu de célébrer la victoire, ils sont déjà dans le lendemain. Mais un ministre de la Justice qui est convoqué par le parquet et amené par la police, vous avez déjà vu ça depuis 20 ans? Sous l'ancien régime, vous l'avez vu, un ministre de la Justice. C'est comme ça que Mme Janine Mabunda vous interpelle en disant que nous ne sommes pas dans la République des juges. Non, non, d'abord, vous parlez de termes juridiques. Il faut que... Est-ce que le CES est même c'est une République des juges? Donc, ne nous amenez pas dans des termes assez complexes. Ce sont des termes juridiques. Vous parlez à un constitutionnaliste. Lorsque vous parlez République des juges, vous savez ce que c'est une République des juges? Veuillez expliquer, parce qu'elle est collègue à vous au niveau de l'Assemblée nationale. Non, mais ici, je parle surtout comme professeur des universités. Ce n'est pas ma collègue. Ce n'est pas ma collègue. Donc, ça, ce sont des questions de droit. Je ne veux pas engager la présidente de l'Assemblée. C'est la présidente de mon Assemblée, l'Assemblée nationale. Mais ici, les questions de l'état de droit, ce n'est pas... Le constitutionnaliste est mieux placé pour le faire qu'un député et tout ça. Vous avez les députés. Mais nous avons des... Tout le monde peut être député, non, madame? Tu peux être ici, il suffit que tu donnes un peu de calico ici, on vote pour toi, tu es député le lendemain. Tout le monde peut être ministre. Il y a des députés, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un état de droit. Vous croyez que le porte-parole du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a lu le communiqué là, vous croyez qu'il connaît le droit? Vous avez suivi son communiqué? Vous croyez qu'il connaît le droit? Mais il est porte-parole du Premier ministre. Vous savez, le problème aussi dans ce pays, c'est lequel? Ah, le droit a souffert. Tout le monde veut être constitutionnaliste dans ce pays. Tout le monde est juriste. Peut-être quand je quitte, vous allez recevoir quelqu'un qui se présente comme un expert en droit constitutionnel. Il est expert où? Mais tout le monde n'est pas constitutionnaliste, tout le monde n'est pas juriste. Et même si vous êtes juriste, tous les juristes ne sont pas bons, n'est-ce pas? Justement, tous les juristes ne sont pas bons. Parlons cette fois de cette affaire de l'audition du ministre de la Justice. D'abord, c'est sur les propositions de loi. Voilà. Je crois que vous n'avez pas trop de temps. Non, non, on va commencer par là. On a le temps parce que c'est... Vous avez le temps? Oui, c'est les sujets. Vous allez faire 2 heures d'émission? Non, non, non. Évidemment, les gens, quand c'est le prof André Mbata, je suis sûr que les gens peuvent suivre pendant 3 heures. Voilà, quand même. Bon, mais quand même, il faut leur donner du temps. Voilà, on a quelques minutes pour commencer par où? Oui. Par cette affaire de l'interpellation du ministre de la Justice. Mais il faut revenir au commencement, c'est-à-dire que les propositions des lois, est-ce que ces propositions des lois violent réellement la Constitution comme on entend parler sur les réseaux? Et qu'est dit justement la Constitution par rapport à ces propositions de loi? Article 12. Le ministre de la Justice, sur requête du Premier ministre,
après proposition du Conseil supérieur de la magistrature, peut désigner provisoirement à un grade immédiatement supérieur tout magistrat remplissant les conditions. D'abord, c'est compliqué. Non, c'est pas c'est compliqué. Comment le ministre de la Justice, qui est inférieur au Premier ministre, le Premier ministre doit lui faire des requêtes. Et puis c'est lui qui nomme les magistrats à un grade. Mais ça viole l'article 82. On perd le temps, pourquoi? C'est un chiffon qui viole la Constitution. On doit discuter dans quelle langue? C'est droit constitutionnel à nos amis du FCC. Est-ce qu'il faut commencer à leur apprendre le droit constitutionnel en Kikongo, en Chiluba, en Swahili ou en français facile? C'est clair que c'est la Constitution. Vous proposez, mais est-ce que c'est compliqué à savoir que ça viole la Constitution? Je laisse. Je prends votre deuxième proposition de loi. Portant organisation de modifiant compétent loi organique, portant organisation, fonctionnement et compétence de gestion de l'ordre judiciaire. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? La loi. On dit à l'article 70, dans l'exercice de son autorité sur les magistrats du parquet, le ministre ayant la justice dans ses attributions prend toutes les mesures administratives conservatoires. Donc, il prend des mesures, il peut sanctionner les magistrats. Donc, tu commences un dossier sur un membre de mon parti politique, je peux te stopper et te suspendre. Parce que tu t'es attaqué à mon parti politique. C'est le pouvoir du ministre de la Justice. Non. Le pouvoir, le pouvoir disciplinaire appartient au Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'article 152 de la Constitution. Donc ça aussi, ça viole la Constitution de la République. La dernière proposition de loi, on n'a pas trop de temps, ni trop de temps à perdre. On vous dit quoi? C'est la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. On vous dit, les propositions de nomination sont préparées par le Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du parquet, en accord avec le ministre de la Justice. Mais à l'article 152, quand vous aurez le temps de lire, le ministre de la Justice a zaté. Qu'est-ce que ça veut, le ministre de la Justice vient faire? On comprend l'arrière-fond. Que le ministre ait le pouvoir pour arrêter le parquet lorsqu'il veut s'en prendre à nous. C'est ça la philosophie. Et ça, c'est en violation de la Constitution. Donc, vous avez là, le ministre de la Justice, il participe à l'élaboration du pouvoir judiciaire. Vous savez, dans la théorie de la séparation du pouvoir, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Quand on élabore le budget du gouvernement, mais le pouvoir judiciaire ne veut pas intervenir. Mais vous voulez envoyer le ministre de la Justice pour qu'il contribue aussi à l'élaboration du budget du ministre de la Justice. Ça ne marche pas. Et puis autre chose, nos amis vont vous dire non, prof vous dit ça, mais il n'a pas vu l'article 149. Parce que l'article 149, les magistrats du parquet ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Oui. Mais nos amis oublient l'article 152, c'est-à-dire, comme l'a dit le Conseil d'État, les magistrats du parquet n'ont pas été exclus du pouvoir judiciaire parce qu'ils font partie du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà donc clairement et brièvement pour vous montrer comment ces propositions de loi sont inconstitutionnelles. Voilà. Et on doit nous retirer ces chiffons. Voilà. Avant de retirer, quelles sont les conséquences qui en résultent avant de retirer? C'est-à-dire qu'ils ont violé certains articles comme nous venons de lire et comprendre ici. Est-ce qu'il faut retirer tout simplement ou tout simplement recadrer ces genres de choses pourvu que ça ne revienne plus alors que la Constitution elle est claire pour tout le monde? Bon, ici, il faut dire que c'est encore une proposition de loi. On l'appelle proposition. Donc, ce n'est pas encore une loi. Ça va devenir une loi lorsque c'est adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour constitutionnelle a vérifié si c'est conforme ou pas, et puis le président a promulgué. Mais ce n'est pas encore une loi. C'est encore une proposition comme... tout le monde peut faire des propositions. Donc, à ce stade, ils peuvent retirer. J'ai entendu qu'ils peuvent nettoyer. Mais si vous nettoyez ça, il ne va plus rien rester. La réforme dont vous parlez, il n'y aura plus rien. Donc, la chose la plus simple, c'est retirer. Et nous disons à nos amis ceci. L'erreur est humaine. Tout le monde peut se tromper. Même le prof Mbata peut se tromper. Même Félix Tshisekedi peut se tromper. L'erreur est humaine.
Mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Le peuple n'en veut pas. Ce n'est pas une priorité. Je suis député national. Est-ce qu'on m'a dit que c'est une priorité? Pendant que Batobazo Koufa Nanzala, priorité où il y a diminuer le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'en Banzangongo, on t'a dit que priorité n'a pas en Banzangongo, Mikolo, il y a coronavirus, et Zalinde, qu'on diminue le pouvoir judiciaire? Est-ce que Nabando Nukuna na Kikwit, population n'a pas que na ere en Zalabazo, Fouta Batote, priorité n'a pas au diminuer le pouvoir judiciaire? Non. Justement, professeur, qu'est-ce qui est caché? Je sais que c'est encore des propositions, c'est pas encore validé ou atteint différentes étapes avant d'être promulgué. Qu'est-ce qui est caché? Pendant que les présidents veulent prôner l'état des droits, veulent restaurer la justice du pays, eux, ils sont là pour proposer ces genres de... Le FCC a peur. C'est ça ce qui est caché. Ils ont peur, une peur terrible. Qu'après l'affaire de 100 jours, et Koko et la Bango, alors il faut, ministre de la Justice, arrêter Bango avant. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est la peur. C'est ça la peur. Alors nous disons, nous avons accepté l'état de droit. Si vous êtes en coalition, mais vous avez aussi accepté de servir le peuple d'abord. Et si vous avez pris les biens de l'État, et je reviens, Félix Tshisekedi, le président l'a dit, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Voilà, ces propositions de loi ont abouti à faux et usage de faux commis par le ministre de la Justice, chose qui a été révélée au cours de la réunion, c'est-à-dire le Conseil des ministres de la semaine dernière. Et est-ce que la réaction du président a été dite par rapport à ces taxes ou les présidents tout simplement avaient arrêté la réunion? Bon, d'abord, moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai suivi aussi le compte rendu comme vous. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu faux usage de faux. Parce que le compte rendu que le ministre de la Justice a agi en nom personnel. Parce que d'après l'article 130, quand vous avez une proposition de loi, vous l'envoyez d'abord au gouvernement qui donne son avis. Et le gouvernement, ce n'est pas un seul ministre. C'est tous les ministres, réunis autour du président. C'est lui qui réunit le conseil des ministres. Le conseil des ministres n'avait pas encore donné son avis, mais le ministre de la Justice s'est précipité. Et je comprends peut-être que les 3 propositions de loi ici, peut-être elles ont été réécrites dans son cabinet. Peut-être. Parce que la façon dont ça s'est fait, c'est peut-être. C'est peut-être, ce n'est même peut-être pas lui, c'est peut-être le FCC ou le PPD qui a fait ça. Lorsque vous voyez par exemple la réaction du Premier ministre lui-même, à travers son porte-parole, vous comprenez qu'il y a un mélange. Lorsque vous voyez le ministre, quand il est interpellé, vous voyez tous les caciques de son parti là-bas. Comment, même si vous avez un ami, vous constatez que votre ami a mal fait, est-ce qu'il faut le soutenir? Même dans le mal? Non, quand même. Qui peut justifier leur présence? Mais leur présence, mais c'est le soutien. Peut-être c'est une activité d'ensemble du FCC. Tout le monde a peur. La peur générale. C'est la peur générale. Lui devait nous défendre s'il avait le pouvoir d'arrêter le parquet. Maintenant, on vient de l'arrêter, c'est nous tous. Alors nous allons dormir devant le parquet. Vous allez dormir quand on a commis une infraction. Donc tout celui qui va dormir, qui commet une infraction, qui vole aujourd'hui, on l'arrête, on va voir les caciques de cette famille politique-là venir dormir. Alors allez dormir à Matete lorsqu'on arrête quelqu'un qui a détourné. Et que dit la Constitution pour faux et usage de faux? Mais c'est une infraction sérieuse qui peut vous faire condamner à plus de 5 ans. C'est une infraction sérieuse. Et très sérieuse même. Surtout quand elle vient des ministres de la Justice et puis d'un avocat. Quelqu'un qui connaît le droit. Il y a des circonstances aggravantes. C'est pourquoi moi, il aurait été bon tout simplement s'il pouvait démissionner, ce serait une bonne chose. Une bonne chose pour lui-même, pour sa famille politique, pour sa famille biologique. Ce serait une bonne chose. Il y a même certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il soit suspendu. Mais qui va les suspendre, sachant que le Premier ministre, qui est son chef, prend part de lui? Non, ça demande une suspension. Il devait être révoqué. Il devait être révoqué tout simplement. Mais s'il ne le fait pas, mais le peuple va constater. Le peuple est en train d'observer, non? Le peuple est en train d'observer. Je ne pense pas que le FCC ou l'autorité morale, ils ont intérêt à ça. Je ne pense pas. Je crois que nous sommes un jour férié. Je suis sûr qu'il y a des réunions qui sont en train de se tenir
pour lui dire quelle est la bonne voie qu'il peut prendre. Mais c'est quand même triste. Je ne suis pas content quand le mal arrive à l'autre. Mais quand ça arrive comme ça, il faut avoir l'honnêteté de démissionner, de prendre ses responsabilités. Et pour finir, lors des récentes manifestations de la population, je vais dire ça a été un peu dans différents coins du pays, mais nous qui sommes ici à Kinshasa, nous avons vu la population assiéger votre hémicycle, le palais appelé Palais du Peuple, mais pour vous députés, ils ont manifesté. Il y a eu des casses, moi personnellement je n'ai pas vu, mais après ces manifestations, les PPRD a pu s'y prononcer, mais également les FCC. Pour les PPRD, Ramazan et Chadari s'est dit indigné par ces actes-là des vandalismes, et de casser des histoires des personnes qui sont innocentes. Et il dit d'avoir un grand regret parce qu'ils ont pu donner les pouvoirs aux gens qui ne méritent pas, à qui ils s'adressent. Est-ce que ces propos sont dignes d'un homme d'État? Non, mais ils ont donné le pouvoir à qui? D'abord, je n'ai pas vu les manifestations. C'est tout ce qui viole les droits humains est condamnable. D'où que ça vient? Les privés, les personnes. Mais je n'ai pas vu. Et puis, je ne sais pas qui les a commis. Je n'ai pas vu les militants de l'UDPS. Moi, je ne les ai pas vus. Ou la justice ne vous a pas dit que c'était les militants de l'UDPS. Peut-être qu'il y avait des militants du PPD là-dedans aussi. Et tout le monde était là. Parce que ça, là, c'est le peuple qui s'est exprimé. Bon. Il a donné le pouvoir à qui? Lui, c'était un ancien candidat président de la République. Comment il pouvait donner le pouvoir? Lui-même, il était candidat président, il a donné le pouvoir à qui? Pourquoi il n'est pas devenu président de la République? Il était candidat président. Pourquoi il n'est pas devenu président? Alors, tu as échoué, tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai même appris qu'il se plaignait le retour à la dictature. Donc, le retour à qui? Qui a appliqué la dictature? Non. Non, je ne veux pas suivre cette voie-là. Le peuple, nous sommes... Vous avez dit, si je suis député, je suis serviteur du peuple. Hein? Le palais appartient au peuple. Et le peuple peut vous envoyer un message. Hein? Le peuple peut vous envoyer un message parce que vous êtes dans son palais. Imaginez, ça c'est le palais, c'est votre palais. Moi, je suis un locataire. J'arrive dans votre palais, je commence à chier dans votre salon. C'est acceptable. Hein? Un étranger qui arrive, qui commence à salir votre... Vous pouvez accepter? C'est le palais du peuple. Le peuple nous a envoyé un message que nous sommes là. Lorsque nous faisons des propositions de loi, ça doit être dans son intérêt, pas dans notre propre intérêt. Et pour servir ses préoccupations essentielles. Le peuple a montré qu'actuellement, il a besoin d'une justice indépendante. Le peuple soutient la justice. C'est ce que le peuple a fait. Et il n'a fait que son devoir de nous rappeler à notre mission de serviteur du peuple. Pour finir cette fois, en tout cas, Némi Mouilanga, coordinateur du FCC, a dit que le FCC va saisir la justice pour que la justice rende des comptes, en tout cas, aux auteurs de ces actes-là, des vandalismes. Mais ils vont saisir la justice pour porter plainte contre qui? Parce qu'ils n'ont même pas réussi à identifier les personnes qui ont vandalisé, mais aussi de quelle justice ils parlent, parce que Mme Janine Mabunda a dit que nous ne sommes pas dans un état de juge. Posez la question à Némi Mouilanga, il va vous répondre. Il va vous répondre. C'est à lui de vous répondre, tout comme nous attendons beaucoup de choses. On a dit même que le Premier ministre va démissionner, et tout ça, nous attendons la démission. Alors, il a dit qu'ils vont saisir la justice, c'est qu'ils ont confiance dans la justice. Ouais? Ils ont confiance dans la justice, dans un état de droit. Alors, ça fait quand même plusieurs jours. Il faut lui poser la question. Voilà tout, professeur, l'occasion pour vous de nous dire votre dernier mot par rapport à cette émission. Non, je tenais à être là, ça a pris du temps, mais il fallait vous encourager. Même si je ne peux pas vous encourager financièrement et matériellement. Et je crois que le moral, c'est le plus important. Vous dire de tenir bon. Parce que vous savez, le moral, c'est le plus important. Les valeurs, ce sont des choses les plus importantes. Et je suis devenu ce que je suis devenu moi. Je ne sais même pas encore si je suis devenu quelqu'un. Mais là où je suis arrivé à cause de la détermination, les valeurs et les principes. Et la détermination, quand vous voulez, si vous voulez quelque chose, vous êtes déterminé dans le travail, vous pouvez y arriver. Donc c'est la fête de l'indépendance. C'était ici, en dehors de tout cela, c'est que nous puissions prendre conscience. Le peuple souverain, et j'apprécie que le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur cette détermination-là. Il était assez ferme. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas transiger. Et la première de ces choses, c'est l'état de droit. Et vraiment, la première de ces choses, c'est servir le peuple et le peuple d'abord.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers cette série de questions-réponses. Merci également à Moura qui m'accompagnait dans la réalisation derrière la caméra. Je vous retrouve à bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseyan Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.